Bonjour et bienvenue dans Maman et moi. Je suis Ludivine Tourlonia, autrice et créatrice de ce podcast dans lequel vous entendrez des récits sincères, puissants, parfois fragiles, mais toujours vrais. Si ce projet vous touche, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant autour de vous. Chaque geste compte pour faire entendre ces voix. Merci infiniment. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vous propose un épisode particulièrement bouleversant. Mon invité a perdu son bébé, emporté par la mort subite du nourrisson, à seulement 3 semaines de vie. Attention, avant d'aller plus loin, je préfère vous prévenir. Cet épisode aborde un sujet extrêmement sensible, celui du deuil d'un tout petit. Si vous êtes en période fragile, en début de grossesse, que vous venez d'accoucher, ou tout simplement vous n'êtes pas prête à entendre ce type de récit aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir plus tard. Elle a accepté de revenir avec moi sur ce qu'il s'est passé, sur ce vide immense, mais aussi sur la manière dont elle a continué à avancer, avec ce manque en elle et autour d'elle. Merci à elle pour sa confiance et merci à vous de l'écouter avec délicatesse. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en tant que femme et en tant que maman, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Julie, je suis enseignante, j'habite et je travaille dans la région de Morges. Je suis maman de 3 enfants, dont un garçon, une fille et un petit ange. D'accord. Avant ce drame, avant de perdre ton petit ange, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passait dans votre vie familiale ? Alors, donc, on avait un petit garçon qui est né en janvier 2019. L'idée était de laisser passer les 2 premières années, qui sont quand même assez charnières, intenses, oui, voilà, je posais le dire, mais voilà, de le voir un peu grandir avant de se projeter dans une vie à 4. Et puis, voilà, quand il a eu 2 ans, on s'est dit, bon, go, un petit deuxième. Alors, voilà, ayant eu un petit garçon, forcément, que moi, maman, je rêvais d'une petite fille. Pour l'aîné, on savait pas ce que c'était. Et du coup, c'était aussi le souhait pour le deuxième de ne pas savoir et puis de garder la surprise en se disant, voilà, s'il doit y avoir une césarienne, si un accouchement programmé, enfin voilà, finalement, si on sait ce que c'est, il n'y a plus de surprise, quoi. Donc, laissons-nous surprendre. Et donc, il est arrivé, mon aîné est de janvier, et puis le deuxième était prévu pour le 25 octobre. Ok. Sauf que, n'ayant jamais atteint les 38 semaines pour le premier, le deuxième, c'était pareil. D'accord. C'était d'ailleurs assez drôle parce que c'était le week-end du 2-3 octobre. Mes parents étaient loin pour le week-end. Forcément. Ma belle-mère aussi. Et puis c'était un peu nos solutions de garde. Quand on a déjà un enfant, il faut le faire garder à ce moment-là. Et ma maman qui me dit, en tout cas, t'accouches pas ce week-end, hein, parce que papa, on n'est pas là. Je dis, alors ça tomberait vraiment mal, parce que ma belle-mère n'est pas là non plus. On serait bien embêtés. Résultat, le 2 au matin, perte des os. En pleine préparation d'une panna cotta pour les visites du soir. Sympa. Que j'ai fini de préparer en me disant, on sait jamais. Oui. Voilà. Donc départ à la maternité le 2 et puis à la naissance le 3 au matin en ayant placé notre fils en urgence chez des amis qui habitaient le même quartier où on habitait avant. Ok. Donc ma grossesse s'est plutôt bien passée au niveau grossesse, dans le sens où pas de symptômes, pas de fatigue pour cette grossesse, mais je pense que c'est parce qu'il y en a un avant, puis qu'on n'a pas le temps de réfléchir en fait, si on est déjà fatigué. Tellement fatiguée que tu vois pas de différence. Voilà. Et du coup, voilà, la grossesse s'est bien passée au niveau vraiment grossesse. Après, au mois d'avril, mai, vers les vacances de Pâques, j'ai fait un burn-out. Ok. Lié à la grossesse? Non, pas lié à la grossesse, lié à une situation que je vivais au travail et puis où vraiment j'y arrivais pas, où je suis arrivée à un stade où en fait j'ai dû quitter ma classe pour aller vomir tellement je gérais plus en fait. Ok.
Et puis là, je me suis dit, il faut que je m'arrête. Je suis enceinte ouais. J'étais au tout début de grossesse, là, du coup, 3 mois. Je pense que je venais de l'annoncer. Et puis, j'ai dit, en fait, la prochaine étape, je perds mon bébé si je ne m'arrête pas maintenant. Ouais. Donc, j'ai été arrêtée 1 mois. Je suis revenue. J'avais rendez-vous chez ma doctoresse pour faire le point après une semaine. Et puis, la veille de ce rendez-vous, je rentre du sport, j'entends un acouphène, voilà, comme on a des fois en fin de journée, on est fatigué, enfin bref. Je vais me coucher, je me réveille vers 3h du matin, et je me dis, mais c'est bizarre, j'entends plus. Okay. Alors, j'entendais plus d'une oreille, mais l'autre c'était moi, alors je faisais des petits tests, je bouchais l'oreille droite, je faisais du bruit, je n'entendais rien, je bouchais. Bon, ok. J'arrive le matin au boulot, je plaisante là-dessus, je dis en tout cas parlez-moi à droite, parce qu'à gauche, j'entends plus rien. Ok. Et je vais chez ma doctoresse l'après-midi. La gynéco ou la doctoresse, ma généraliste. Okay, la généraliste. Et puis elle me dit, écoutez, vous êtes enceinte, moi je peux pas faire grand-chose, je peux rien vous donner, allez au CHUV en ORL, allez voir. Donc j'ai été admise au CHUV, ils m'ont dit effectivement, vous entendez plus, on va vous garder, faire des examens et tout ça. Et je pense déjà le fait hormones enceinte, plus retour de burn-out, enfin voilà, au niveau des émotions, j'étais pas du tout rationnelle. Et j'ai commencé à pleurer en disant, mais je suis partie sans dire au revoir à mon fils, je peux pas rester là. Puis il faut se dire qu'on était quand même en 21, c'était quand même période Covid, voilà. Elle m'a dit, écoutez, c'est vrai que vous êtes enceinte, il y a quand même des cas Covid, vous serez mieux chez vous, on vous met la perf, vous rentrez chez vous, vous revenez demain à 20h, à 8h le matin, et puis on fait les tests. On vous garde toute la journée de demain pour faire des tests. Je dis, ok, je rentre chez moi. Et tu n'entendais toujours plus rien, ça fluctuait pas, quoi. Ça fluctuait pas, ouais. Ok. Et puis, le soir, voilà, on regarde la télé, je vais me coucher, je titube un peu, mais bon, je me dis, c'est la fatigue. Voilà. Je me couche et je me suis réveillée en pleine nuit et je vomissais. Chaque fois que je fermais les yeux, je vomissais. Je pouvais pas garder les yeux ouverts, en fait. C'était impossible. Ok. Et du coup, quand on est fatigué déjà... les yeux ouverts ou les yeux fermés? Il fallait que je garde les yeux ouverts, parce que si je les fermais, je voyais tout tourner. Okay. Je dis toujours, j'ai pris la plus grosse cuite de ma vie sans avoir bu. J'essayais de mettre le pied par terre en bas du lit pour voir si ça arrêtait de tourner. Ça ne fonctionnait pas. Du coup, mon mari, il a appelé quand même les urgences, parce qu'il dit enceinte, voilà. L'ambulance est venue, ils m'ont même pas pris la pression, tout. Ils m'ont demandé ma carte d'assurance, mais ils m'ont dit, mais de toute façon, vous êtes enceinte, vous voulez le service ORL à Morges, il n'y a pas d'ORL, on va vous amener au CHUV, il n'y aura pas d'ORL de garde, vous avez rendez-vous demain, allez à votre rendez-vous demain. Donc ils m'ont laissé comme ça, sans me donner rien du tout, quoi que ce soit, donc ils sont partis. Ok. Donc la nuit a été très longue, et le lendemain matin, mon mari m'a amené aux urgences, déposer notre fils, au passage chez mes parents. Et puis là, par contre, c'était l'inverse, je ne pouvais plus garder les yeux ouverts. Donc j'étais les yeux fermés, mon seau sur les genoux, amenée à l'hôpital où on m'a donné un anti-vomitif, ce qui a fait quand même du bien. Ça veut dire, Réhydraté. Et puis, ils ont fait des tests, ils ont constaté que j'avais perdu... Là, j'avais déjà récupéré un petit peu. J'avais perdu tous les sons aigus. J'ai plus que les sons graves. Ok. Puis ils m'ont gardé 48 heures, faire des tests. Ils n'ont rien trouvé. Ça s'appelle une surdité brusque. Et ils savent pas à quoi c'est dû. Ils savent pas à quoi c'est dû. Et ça peut arriver enceinte ou pas enceinte? Enceinte ou pas enceinte, ouais. Oh, waouh. Donc voilà, je me suis réveillée un matin, j'entendais plus. J'ai récupéré, du coup, j'ai 42% de pertes, ce qui est quand même conséquent. Ouais. Et puis, voilà, donc après, ça a été des contrôles tous les temps de temps, en étant enceinte, chaque fois aller au CHUV. Donc c'était quand même un peu ça, c'était un peu fatigant, mais du coup, ça n'impactait pas la grossesse. Voilà. Pour moi, c'est vraiment... Mon mari trouve toujours que j'ai une grossesse difficile. Moi, c'est pas la grossesse qui était difficile, c'était la situation pendant la grossesse qui était difficile. Ouais. Donc voilà. Et là, donc, du coup, on arrive à ce 2 octobre où j'ai perdu les os. Ce fameux week-end où c'était pas prévu, étant donné que les grands-parents n'étaient pas là. Donc voilà, j'ai perdu les os, mais le travail ne se mettait pas en route. J'avais eu ça pour l'aîné. Pour l'aîné, j'étais positive au strepto-B, donc on avait dû me provoquer. Et puis là, j'étais contente parce que j'étais pas positive, donc on pouvait attendre un petit peu. Donc faire les 100 pas dans les vignes, attendre. Enfin voilà, finalement,
dilatée, on peut partir en salle d'accouchement. J'ai demandé la péridurale parce qu'en fait, pour mon fils, ça s'était tellement bien passé avec la péridurale que j'avais demandé parce que quand on est provoqué, voilà. Ouais. Et en fait, la péri, elle a pris que d'un côté. Ah oui. Donc là, j'étais pas préparée à vivre mon accouchement dans la douleur. Mais ça s'est bien passé, il est arrivé, puis voilà, on savait pas si c'était une fille ou un garçon, et c'était un petit garçon. Et c'est vrai que sur le moment, il y a eu la déception. Et je m'en voulais parce que je me dis, mais en fait, mon bébé, il est en bonne santé, enfin voilà, tout va bien. Et moi, j'ai toujours voulu avoir 3 enfants. Mon mari en voulait 2. Et l'espoir d'avoir un petit garçon était la possibilité que mon mari se dise, bon, on en fait un 3e pour peut-être la petite fille. Et moi, je disais, enfin, je préfère avoir 3 petits mecs, mais d'en avoir 3 que d'en avoir que 2, en fait. Donc voilà, on n'allait pas parler du 3e en sortant de la maternité, mais voilà, C'était quand même, ça flottait un peu. Ça flottait un petit peu, il y avait un peu cette petite lumière de se dire, en fait, peut-être ça poussera à avoir le numéro 3. Et puis voilà, séjour à la maternité qui s'est bien passé, avec un bébé par contre qui dormait beaucoup la journée, mais qui dormait pas la nuit. Et puis pour mon aîné à la maternité, en fait, il y a autant de sages-femmes qu'il y a de conseils. Donc celle qui vous dit il faut qu'il soit comme ça, il faut le prendre comme ça, il faut le nourrir tant, il faut le réveiller, bref. Il y en avait même une qui me l'avait mis dans le lit, en fait, à l'hôpital, à la maternité, qui m'avait mis dans le lit, puis qui avait dit, mais s'il veut pas dormir, puis qu'il dort contre vous, prenez-le contre vous. Donc voilà, donc c'est vrai que à la mat, il a tout le temps dormi dans mon lit parce que il dormait pas ailleurs. La journée, il dormait, il fallait que je le réveille pour le nourrir. Et puis la nuit, il dormait pas, à part s'il était vers moi. Voilà. Mais il m'avait dit, c'est normal, étant donné qu'il est né au petit matin. Il est décalé, en fait. Il a dormi toute la journée. Et puis après, la nuit, il est en forme. Enfin, voilà. Donc on est rentré de la maternité après nos 3-4 jours sur place. Moi, j'ai dit, je fais le max parce que c'est le seul moment où je vais avoir du relais, me reposer vraiment sans avoir mon grand à gérer et tout ça. Donc, on est rentré. Et puis, vu que j'ai accouché avec pas mal d'avance, 3 semaines et demie, il est né à 36 semaines et 6 jours. Il était considéré comme prématuré du coup pour 1 jour. Parce que le terme, c'est à partir de 37, c'est plus des prématurés. Mais bon, il faisait 3 kilos, 47 cm. Mais ça a fait juste qu'ils ont fait quelques examens supplémentaires pour lui, parce que, il était à 36 et 6 jours. Et puis, vu que je suis née, il est né en avance, que les vacances d'automne approchaient, on s'est dit, on part quelques jours en vacances ensemble. On est parti en Alsace. On a fait Europa Park une journée, visiter des petits villages. On est parti 3-4 jours. Hyper sympa, hors du temps, vraiment très chouette. Donc vous 4. Nous 4, ouais. Donc c'était vraiment nos premières vacances à 4, quoi. Le grand était super content d'avoir un petit frère, vraiment trop chou. Du coup, il avait 2 ans et 9 mois, son frère aîné. Et puis, on a vécu notre petite vie comme on démarre une vie avec un bébé. Jusqu'au la nuit du 25 au 26 octobre. Donc là, il avait 3 semaines. Donc là, vous étiez rentrés On était rentrés à la maison. Ça faisait quelques jours qu'on était à la maison. Je crois qu'on avait été voir mes parents et puis sa maman, ma belle-mère, quoi. Voilà, le jour d'avant. En fait, je crois que je ne saurais pas dire les dates. Ça, j'ai plus ça en tête. Mais on est rentrés de vacances. On est allé voir les grands-parents parce que forcément, ils n'avaient pas vu leur petit-fils. Et puis voilà, le 25 on s'est couché comme d'habitude, on l'a pris dans notre lit, on a fait tout comme on faisait, attention au duvet, l'espace, moi je bouge pas la nuit, c'est un truc, j'ai pas un sommeil très agité, et puis on s'est couché. Et dans la nuit du 25 au 26, je me suis réveillée vers, ça devait être 4 heures du matin. Puis on dort toujours avec la fenêtre ouverte, quelle que soit la saison. Voilà. Et puis là, je touche le crâne de mon bébé, puis je sens qu'il est froid. Vraiment très froid, vraiment un froid... un froid bizarre. Un froid bizarre. Et puis on m'a toujours dit, il faut prendre les températures des bébés dans le cou, parce que c'est un peu plus protégé.
Je prends la température dans le cou et là, je sens que c'est le même froid. Et là, tout de suite, je me dis, il y a un truc qui va pas. Je le bouge sans le secouer, parce que c'est un bébé, on va pas le secouer. Ouais. Je le bouge sans qu'il n'y a pas de réaction. Et là, en fait, j'ai crié à mon mari, j'ai dit, allume la lumière, il respire plus. Puis il a allumé la lumière et là, je l'ai vu. Et en fait, il était couché sur le côté. Il avait la bouche à demi ouverte. Et puis surtout, il était violet. En fait, toute sa joue qui était en contact avec le matelas et son cou, enfin voilà, toute la partie qui était en contact avec le matelas était violette, vraiment foncée. Et du coup, il m'a crié « Appelle le 144 ». Lui, je sais plus ce qu'il a fait à ce moment-là. J'ai appelé l'ambulance en disant qu'il fallait venir. On habitait à côté de l'hôpital de Morges. Je sais qu'ils essayaient de me poser des questions et que moi, en fait, le seul truc que je répétais, c'est « Mais dépêchez-vous, mais dépêchez-vous, mais dépêchez-vous ». Puis il me disait mais il y a quelqu'un qui arrive, il disait pas de me calmer, je crois pas, mais alors en tout cas de me rassurer. Et puis tout de suite c'est vrai que ça nous semble toujours une éternité, mais je pense vraiment honnêtement qu'en 3 à 5 minutes ils étaient là. Donc d'abord il y a les ambulanciers qui sont arrivés, qui l'ont tout de suite ramassé. On avait notre bureau dans notre chambre à coucher, ils l'ont déshabillé, puis ils ont commencé un massage cardiaque. Et en fait moi j'étais assise au bout de mon lit, je ne pleurais pas. J'étais vidée de toute émotion, si ce n'est un peu la culpabilité de ne pas pleurer, en fait. Ouais. Et je me dis, mais ils vont penser quoi de moi ? Une maman qui a son bébé qui est mort à côté d'elle et qui ne réagit pas. Et donc, ils l'ont pris, ils l'ont déshabillé, ils ont commencé le massage cardiaque et je les regardais d'un air complètement hébété en me disant, mais je leur ai dit, mais vous faites quoi ? Vous êtes en train de faire quoi ? Je dis, laissez-le, il est mort. Et d'un autre côté, je me disais, mais pourquoi j'ai pas eu ce réflexe ? Pourquoi moi, j'ai pas pris mon enfant, massage cardiaque ? En même temps, je savais, je voyais comment il était, il y avait plus rien à faire. Ouais. Là, il y a le rationnel qui vient pas du tout jouer, mais c'est vrai qu'après coup, on se dit, mais c'est la procédure, parce que qui c'est qui vient après ? C'est le SMUR. Et c'est là qu'il y a le médecin, et c'est le médecin qui déclare le décès. Et donc, eux, en tant qu'ambulanciers, en fait, leur devoir, c'est de maintenir la personne en vie, bien qu'elle ne le soit plus, mais ils ne peuvent pas, eux, prendre la décision de déclarer quelqu'un de mort, en fait. Okay. C'est ce que j'ai compris, on ne me l'a pas expliqué, mais c'est ce que j'en ai déduit. Donc, une fois qu'il a été déclaré mort, ils nous l'ont... je l'ai rhabillé, je l'ai remis je l'ai mis dans son petit lit. Entre-temps, il y a aussi une personne... c'est quelqu'un qui... Je pense que c'était comme un aumônier, en fait. Une personne qui vient en soutien. C'est pas un psychologue, c'était vraiment une personne qui était là pour accueillir nos émotions, si on veut. Qui était là. Moi, je suis restée dans la chambre. Je pouvais pas laisser notre fils, forcément, se faire réveiller par l'agitation. Il voulait voir son petit frère. Donc on l'a fait venir, je l'avais tourné dos à nous pour pas qu'il voit la couleur. Et puis on lui a un peu expliqué, on lui a dit je sais pas quels sont les mots qu'on lui a dit. Je sais que c'était assez concret, mais faut lui dire qu'il lui dise au revoir en fait. Après ça, c'est la police qui vient. Ok. Parce que c'est une mort à domicile. Ouais. Et du coup, la police vient. Donc, chaque fois, vous avez aussi les questions. Donc, qu'est-ce que vous faisiez ? Où vous étiez ? Est-ce qu'il allait bien ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Donc, ça, il y a les ambulanciers. Après, il y a les médecins. Après, il y a la police qui vient poser ces questions-là. Et après, il y a la gendarmerie. Ok. Donc, c'est vrai que chez nous, il y avait un bal. Il y avait 8 personnes étrangères à nous. Ouais. Qui était là. Alors, mon fils, il a vécu sa meilleure vie ce jour-là parce qu'il y avait une ambulance. Oui, il y avait tous les corps de métier que les enfants adorent. Il y avait les ambulanciers qui ont été adorables et puis qui se sont occupés de lui, en fait. Nous, on a appelé quelqu'un pour venir chercher notre fils. On a appelé ma belle-mère qui habitait à côté, qui est venue le voir, qui est venue voir le petit. Et
Et puis voilà, donc on répond aux questions. Et moi, en fait, un truc tout bête, mais à 3 semaines postpartum, on allaite. Et moi, j'avais les seins, mais tellement douloureux. Et je me retrouvais avec des hommes, jusqu'à ce que la gendarmerie arrive où il y avait une femme et un homme, c'était que des hommes qui étaient là. Et moi, je me sentais tellement conne, en fait, de penser à mes seins, alors que mon fils était mort. Et en fait, je pensais qu'à ça. Je me disais, mais je peux pas avoir ce lait, je peux pas avoir ce lait. J'ai plus personne à nourrir. Je supportais pas, en fait. Ça me dégoûtait. Ça me dégoûtait tellement d'avoir ce lait qui me rappelait que elle n'était plus là. Du coup, j'ai eu le réflexe d'appeler la gynécologue. Ça ne répondait pas. J'ai appelé la maternité, là, les urgences maternité. Alors, allez leur expliquer que vous voulez couper votre lait, que vous êtes 3 semaines postpartum, que vous voulez couper votre lait parce que votre fils est décédé. Elles ont dû me prendre pour une folle. Elles n'ont rien compris. Alors, j'ai téléphoné à ma sage-femme qui était venue en fait la veille. Elle était venue le 25. Constater qu'enfin, il avait repris son poids de naissance parce qu'il prenait pas de poids, ce petit coquin. Et là, voilà, j'ai dû lui dire que il était décédé. Mais c'était pas pour ça que je l'appelais. Que moi, il fallait me couper ce lait parce que je pouvais pas rester comme ça. Ouais. Alors elle m'a dit, je fais le nécessaire, je vous recontacte. Enfin voilà. La pauvre, j'ai laissé en état de choc. Et puis voilà, nous on attendait toujours chez nous avec voilà, les ambulanciers. Non, je crois qu'ils étaient encore là, les ambulanciers. Ou peut-être le SMUR était parti. Enfin, il y avait toujours un peu de monde. Puis au bout d'un moment, je leur dis, mais mon fils, vous allez en faire quoi? Enfin, vous n'allez pas nous le laisser là? Et en fait, les ambulances, elles ne peuvent pas en prendre des corps. C'est les pompes funèbres seulement. Donc, on attendait que les pompes funèbres viennent chez nous. Donc, 4 heures après avoir dit... appelé l'ambulance, les pompes funèbres sont arrivées. C'était 2 jeunes hommes. Vraiment, je sais pas, je pense qu'ils étaient plus jeunes que moi, qui avaient déjà passé 30 ans à ce moment-là. Qui avait l'air vraiment hyper ébranlé, quoi. Je pense que c'est pas tous les jours qu'on va chercher un bébé. Moi, entre-temps, en fait, dès le moment où j'ai quitté la pièce, la chambre à coucher, parce que les policiers voulaient nous interroger, j'ai pas pu retourner dans la chambre. Okay. C'était, pour moi, il était plus là, en fait. Ouais. Donc, ils sont allés dans la chambre, ils l'ont tout emmailloté, et puis ils ont mis une rose blanche dessus. Ils nous ont demandé si on voulait encore le voir. Donc on est allé lui dire au revoir. Ils l'ont pris dans les bras et puis ils sont partis. Mon mari allait... moi, je n'ai même pas vu qu'il avait suivi les pompes funèbres. Il les a accompagnés. Et puis après, une fois que tout le monde était parti, en fait, la gendarmerie, elle vous prend. Ils vont pas emmener au poste. Donc là, c'est un peu... un deuxième coup de massue. Ce qu'on vous fait passer. Heureusement, il n'y avait pas le gyrophare, il était à nos pieds. Mais voilà, vous êtes dans la voiture de la gendarmerie, on vous emmène au poste, on vous sépare. Donc mon mari est parti avec le gendarme et moi j'étais avec la gendarme. Alors ils étaient adorables, hein, voilà, tout s'est fait dans la bienveillance et le respect. Mais c'est vrai que... c'est choquant. C'est choquant et c'est rude de se retrouver pris en faute en fait, si on veut. Donc on a dû raconter voilà, des trucs qui me semblaient aberrants. Genre, Marie il a dû raconter comment on s'est rencontrés. Après, voilà, on est dans ce moment d'émotion, on ne comprend pas. Puis c'est vrai qu'après on refait le film et puis on se dit mais en fait c'est pour voir est-ce qu'il y a des violences conjugales, est-ce que c'était un ménage qui était sain, pour écarter toute piste d'homicide, quoi. Mais c'était un peu, c'était un peu un coup d'assomme. Et puis après, ils nous laissent partir, quoi. Et là, on se retrouve tous les deux dans le poste. Et
à se dire, mais en fait, on peut pas rentrer chez nous. Ouais. C'est pas possible, on peut pas. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire chez nous, tout seul? Alors, on est parti à pied, et là, il y a eu un besoin de dire aux gens, Ok. de le verbaliser, en Ouais. fait. Donc, on a appelé tous nos proches, nos amis très proches. Nos parents donc, avaient déjà été contactés durant la nuit. Mais on a passé notre trajet de retour à pied à faire des téléphones. Donc, on se tenait la main et on parlait aux autres, quoi. Alors, avec les émotions des autres À gérer. à gérer. Des gens, bien sûr, qui ne savent pas quoi vous dire. Et en même temps, il n'y a rien à dire. Ouais. Et puis, arrivé chez nous, on passe par le garage. On avait heureusement les clés de voiture sur nous. On a dit, on prend la voiture, on part. On a laissé mon fils chez nos amis. Et puis, on est parti voir mes parents. Ouais. Parce qu'on avait vu ma belle-mère, du coup, pendant la nuit, qui était venue. On n'avait pas vu mes parents. Je crois qu'il y a mon frère et sa copine qui devaient être là ou qui sont passés quand on y était. Mon père, il était dévasté. Tout le monde était dévasté. Et puis, c'est vrai il y a l'incompréhension, il y a de la colère, et de la tristesse, de la culpabilité, parce que forcément, il était dans notre lit. Donc, on s'imagine... On se refait le film, on réfléchit, comment est-ce que j'étais, comment il était, comment était le duvet, puis j'étais là, mais le duvet, je sais, il était à mes pieds, voilà. Mais on se repasse tout ça, et il n'y a rien, il y a rien, il n'y a pas de réponse à trouver. Et il était censé naître le 25 octobre, et du coup, il est décédé, en fait, la nuit du 26 au 25. Pas du 25 au 26. Donc c'était assez surprenant, je veux dire, de se dire, mais en fait, il est arrivé 3 semaines pour vivre... 3 semaines plus tôt pour vivre 3 semaines, en fait. Et puis après, quand les pompes funèbres ont pris le corps, ils l'amènent à la médecine légale. Ok. Donc il est resté à la médecine légale longtemps, quand on pense. Alors nous, tout de suite, il est décédé un mardi. Mercredi, jeudi, un mardi. Notre décision, c'était de l'enterrer avant le week-end. Il fallait... je pense pas que c'était une volonté de passer à autre chose, mais il fallait... sortir de cette phase de transition. C'est ça. Et donc, du coup, quand ils sont en médecine légale, on attend qu'ils aient fait ce qu'ils avaient à faire. Et c'est 24 heures avant l'enterrement que, du coup, il a été mis à la chapelle funéraire, quoi. C'est que là, on se dit, on a 24 heures. Donc moi, je suis allée une première fois toute seule. Il était tout seul. Il nous avait avertis. Donc là, les pompes funèbres, ils sont incroyables. Déjà, le jour du décès, ou le lendemain, maintenant, j'en souviens plus. On a le responsable des pompes funèbres qui est venu, et franchement, ils vous font tout. Ils s'occupent de tout, ils vous posent des questions, ils vous demandent si on a des souhaits particuliers. Mais c'était une charge en moins, vraiment, de se dire qu'ils s'occupaient de tout. On a eu aussi contact durant ces jours. C'est ma sage-femme qui m'avait donné le nom. Et je crois par une autre personne, on m'a aussi donné ce nom. C'était une sage-femme spécialisée en deuil périnatal qui est à l'hôpital. Et puis il m'a dit, vous la contactez, vous dites, je l'ai déjà avertie, elle attend votre appel et tout ça. Donc je l'ai contactée, puis elle est venue. Et puis elle aussi, elle nous a dit, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Rien n'est impossible. Elle a dit, si vous voulez des empreintes, si vous voulez des photos, si vous voulez des mèches de cheveux, faites. Et du coup, on voulait des empreintes et puis des mèches de cheveux. Je crois que c'est même elle qui avait appelé du coup les pompes funèbres. Ou le monsieur des pompes funèbres, je crois qu'il était là. Il s'était un peu... il s'était chevauché en fait. Elle était venue. Et puis lui était arrivé. Puis du coup, on avait discuté un moment en commun. Et puis après, il était parti.
Donc on avait déjà pu faire un peu toutes ces demandes-là. Et du coup, quand le corps, quand notre fils a été mis à... Ça choque des fois de dire corps, je m'entends le dire, mais en même temps, c'est rien, c'était plus rien de plus. Ouais, C'était rien de plus. Quand il était à la chapelle, j'allais toute seule, il était posé sur un coussin d'allaitement. Ok. Ou un coussin en tout cas. Dans ma tête, c'était un coussin d'allaitement. Mais... Donc il ne l'avait pas mis dans un cercueil. Parce qu'il disait, ça fait moins c'est moins austère. impressionnant. Voilà. Ouais. Mais il était tout seul, tout petit, au milieu de cette pièce. En plus, c'était un bébé qui était tout le temps recroquevillé. Là, il me semblait immense, parce qu'il était allongé. En plus, alors, ils font un travail incroyable, je veux dire, au niveau du maquillage et tout ça, mais c'était pas... on ne le reconnaissait plus, quoi. Ouais. Donc ça, c'était un peu... c'était dur. Parce qu'on sait que c'est lui, mais en même temps, c'est pas lui. On n'ose pas... je l'ai touché, oui, mais je pouvais pas le porter. Ça, c'est un truc... Je pense que j'ai pas de regrets parce que j'étais pas prête à le faire. Mais quand on l'a découvert dans notre lit, j'ai pas pu le prendre dans les bras, en fait. Okay. Je l'ai pas... Je pense aussi que je l'ai pas touché pour... Au cas où... Oh, l'épreuve. Trop vu de série policière. De rien toucher. Mais j'arrivais pas... Voilà, je pouvais pas le serrer dans mes bras. Voilà. Donc c'est vrai que je l'ai touché, je l'ai embrassé, mais je l'ai pas porté. Donc quand je suis allée une première fois, il était tout seul, il n'y avait rien dans cette pièce. Je me suis dit, je peux pas laisser mon fils dans cet espace. Donc je suis partie à pied pour acheter des fleurs. J'ai acheté des fleurs que j'aimais bien. Un petit bouquet tout simple de fleurs blanches. Et j'ai pris, je sais pas, 30 minutes peut-être pour faire l'aller-retour de la chapelle au fleuriste, et puis retour. Et là, j'arrive et il y avait des fleurs. Parce que il y avait un énorme arrangement de fleurs, des roses, formées en forme de cœur. Un énorme gros bouquet. Et moi, j'arrive dans cette pièce avec mes 3 fleurs qui se couraient après. Et c'est ça, des fois, qui est impressionnant, c'est qu'on rit dans des situations qui sont dramatiques. Mais du coup, j'ai mon petit souvenir de mes petites fleurs, là. Et c'est vrai que j'y suis allée 3 ou 4 fois en 24 heures. On peut aller de nuit, il y a un code, on fait un peu comme on veut. Et il y avait toujours plus de fleurs, en fait. Avec des bouquets bien plus beaux que celui que moi j'avais choisi. Mais voilà, il y avait toujours des fleurs. Mon mari est venu avec moi et avec notre fils. Je trouve important qu'il le voie pour qu'il comprenne, en fait, où il était. Et mon mari a passé la porte et tout de suite il a dit, c'est pas mon fils. C'est plus mon... Enfin, c'est pas... Il a pas dit c'est pas mon fils, il a dit c'est plus mon fils. Et il est parti. Et le petit, il souriait, il était tellement content de le voir. Il avait vraiment... Enfin, c'était vraiment surprenant. Et il comprenait pas, il dit mais pourquoi il habite là maintenant? Il dit mais il habite pas là. Enfin, voilà, on lui explique. Et ça, c'est vrai que la chose qui est ressortie de la sage-femme, là, spécialisée en deuil périnatal, elle disait c'est important d'utiliser les bons mots. C'est-à-dire de ne pas dire il est au ciel ou il est parti, enfin, ce genre d'information. Il faut être très clair, il faut dire le terme, il est mort. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude. On adoucit beaucoup la mort. Donc voilà, donc pour lui c'était très clair et je voulais qu'il voie tout. Je voulais qu'il se rende compte en fait, on n'a pas jeté son frère. C'est pas genre on le voulait plus, on l'a ramené. Enfin voilà, il est mort, il va être enterré et puis on aura un lieu pour aller le retrouver. Donc on a fait un enterrement, une cérémonie. Là aussi, on tenait à être que nous parce que c'est vrai qu'il a vécu 3 semaines. Sur les 3 semaines, on est parti 4 jours. Il y a eu 4 jours, j'étais à la mat. Enfin, finalement, on n'a pas été beaucoup. Les seuls qu'il avait rencontrés, en fin de compte, c'était nos parents et nos frères, sœurs respectifs. Il y avait les parrains et marraines son parrain et sa marraine. Et puis, le parrain et la marraine, ou que la marraine, je ne me souviens plus, de mon grand, en tout cas. La marraine, je suis sûre, le parrain, je ne sais plus. Mais qu'il avait rencontré. Et c'est vrai que nous, ça ne faisait pas sens de faire
une cérémonie avec plein de monde. Donc on a fait dans l'intimité. On est allé tous les trois à la chapelle. Mon fils lui avait choisi un petit doudou qui brillait dans la nuit. Alors là, il l'avait mis dans le cercueil. On a mis dans le cercueil le petit doudou. On a mis aussi une photo. On avait été faire un shooting naissance. Et c'est toujours très long, les délais pour recevoir les photos. Et là aussi, j'avais appelé, je crois que le lendemain du décès, j'ai appelé la photographe que je connaissais déjà d'avant. Enfin, que j'avais déjà fait les photos pour le grand. Donc, je l'ai appelé en disant, mais écoute, en fait, il est décédé. Et il nous faut... j'aimerais qu'il y ait une belle photo pour son enterrement. Est-ce que tu peux me les envoyer rapidement, quoi. Donc, elle m'avait donné... envoyé rapidement les photos. Elle m'avait écrit en plus un très joli texte. C'était... c'est le texte qu'on a lu à son enterrement. C'était « Tu as souri à tes anges si fort qu'ils t'ont rappelé à eux » ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'était une très jolie phrase. Donc, on avait une jolie photo de nous 4 qu'on a mise dans le cercueil. Mon mari et moi, on avait écrit une lettre qu'on a lue à l'enterrement, qu'on a mise aussi dans le cercueil. On a fermé le cercueil, tous les 3. Donc mon fils, ça a l'air macabre comme ça, mais j'avais besoin de tout faire. Voilà, j'avais besoin de faire tout ce que je pouvais faire. Ouais, j'avais besoin de tout faire parce que je savais que j'aurais plus rien à faire pour lui. Voilà, on a fermé le cercueil. On a fait notre petite cérémonie dans l'intimité. On l'a amené au cimetière. On l'a mis en terre. On a jeté... on avait demandé aux gens, on voulait pas de noir, on voulait pas de blanc. On avait dit aux gens, vous venez avec des vêtements colorés. Donc, voilà, on avait tous des couleurs. J'avais délégué à sa marraine d'aller acheter des roses de toutes les couleurs qu'on a jetées dans la tombe. Et puis après, on s'est tous retrouvés pour manger. Enfin, voilà, comme il y a toujours après les enterrements. Ça nous a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien d'être entourés. Sauf que c'est vrai que la journée étant finie, c'était... fallait rentrer à la maison. Et là, se retrouver tout seul, c'était un peu... c'était rude. Mais il faut bien... il faut bien avancer, on ne peut pas rester coincé. Et c'est vrai que le fait d'avoir un enfant avant, ça a été hyper porteur. On se dit, alors oui, on a pu s'effondrer, oui, j'ai pleuré, mon fils m'a vu pleurer. D'ailleurs, il le verbalisait, il disait, t'es triste, puis je ne le cachais pas, je disais, oui, je suis triste parce que ton frère, il n'est plus là, mais je suis contente parce que toi, t'es là. Je lui disais, moi je suis pas triste, tu as le droit de pas être triste. Il avait pas 3 ans, donc forcément il comprenait pas tout. Puis en 3 semaines, on se rend... Voilà, c'était une durée de vie trop courte pour lui. Et puis c'est vrai que dans ces 3-4 jours qui ont... on l'a enterré le 29 et il est décédé le 26, donc vraiment 3 jours. On avait téléphoné à nos amis proches pour leur dire. On avait passé presque toute la journée l'après-midi du 26 à faire ça. Mais en fait, il y a tous les autres. C'est des gens qu'on a croisés dans la rue un jour, des vieilles connaissances qui nous ont vus, qui m'ont vue enceinte, des amis, de toutes parts, des collègues. On n'allait pas appeler tous les collègues. Et puis on se dit, mais comment faire pour annoncer aux gens. Donc déjà, mon mari voulait absolument, lui, contacter mon établissement pour annoncer le décès. Et puis, il voulait prendre les choses en main. Il avait besoin de ça et je pense que c'était sa façon à lui de faire quelque chose, de se rendre utile. Moi, ça m'agaçait parce que j'avais aussi envie d'être dans l'action. Alors, je pense que c'était beaucoup pour me préserver. Donc, je crois que j'avais téléphoné à ma doyenne. Mais lui, il avait pris un peu le lead administratif. Et puis, en fait, moi, j'ai une copine qui a perdu sa petite fille aussi de la mort subite du nourrisson début de la même année.
Et j'ai appris le décès de sa fille via un statut WhatsApp. Et sur le moment, j'avais trouvé ça, enfin, pour moi, j'avais trouvé ça violent. Ouais. En me disant, mais en plus, j'étais pas sûre de bien comprendre. C'était juste des photos et tout. Et puis quand notre fils est décédé, pour moi, c'était une évidence. Je fais, mais moi, j'ai pas envie de gérer les émotions des autres. Pour moi, ça, c'était... Je voulais me préserver. J'ai mes émotions, j'ai mon rythme, j'ai le rythme de mon mari, de mon fils. J'ai pas envie de devoir gérer d'autres personnes dans un temps qui est long. Donc, en accord avec mon mari, on a écrit un texte, on a choisi une photo qui était la même de l'enterrement. On a publié sur tous nos réseaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp, en statut. Et puis, comme ça, les gens, ils étaient informés. Parce que de se retrouver face à des gens qui nous disent « Puis alors, le petit, il n'est pas là ?» Et puis de dire « Bah non, il est mort. » À ce moment-là, j'étais beaucoup trop fragile pour que ce soit facile à le dire. Mais plus le temps avançait, ça c'est le truc, c'est le temps fait son œuvre. Nous, on avance dans notre deuil. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui se retrouvent au point zéro. Et nous, on est déjà à l'étape 10, 20, 30. Et j'avais pas envie de gérer ça. J'avais pas envie de m'excuser, de les choquer, de les rendre tristes. C'était leur émotion, ça leur appartient. Et c'est pas à moi de prendre des pincettes, en fait, pour ne pas les blesser, les brusquer. Enfin. Donc c'est pour ça que ça, on avait communiqué assez vite et au plus grand nombre. Voilà, après, on s'est quand même retrouvés. Il a téléphoné chez le coiffeur et puis la coiffeuse. Et puis alors, ce petit bébé, il est là? En fait, il est plus là. Moi, j'avais eu aussi... j'avais toujours mes rendez-vous pour mon oreille. Et je vais pour un de mes rendez-vous en novembre. Donc, il est décédé, octobre, je vais en novembre. Et puis, il me propose, en fait, c'était le grand professeur, et il me propose d'être un objet d'étude pour ses étudiants. Parce que vu que j'ai qu'une oreille qui est atteinte, il dit ça leur permet d'utiliser les outils. C'est pas la même chose que quand c'est les deux oreilles. Est-ce que ça vous irait? C'est en janvier, tout ça. Je dis oui. Puis il dit bon, en tant que jeune maman, je pense que c'est un peu compliqué de vous libérer du temps. Et puis je l'avais pas dit, on n'arrive pas en disant mon bébé est décédé. Et puis je lui dis en fait, mon bébé il est décédé. Ah, il était malade? Non, il est mort de la mort blanche. Il est mort dans une avalanche. Mon Dieu, mais quelle horreur! Et là, je lui dis non, la mort subite du nourrisson, et il s'est endormi dans son sommeil. Ah, ouais, bon, vous êtes jeune, il y aura d'autres de ces bébés. Et là, on se retrouve en face du grand professeur en ORL, et on se dit, je suis partie en étant... J'ai pas su quoi répondre déjà. Et je suis partie en étant tellement révoltée, j'ai fait un message à une copine en me disant mais tu te rends pas compte de ce qu'on vient de me... Déjà, son histoire d'avalanche, j'ai pas compris. Et puis je me dis mais comment on peut dire ça en fait? Donc voilà, donc là c'était un peu des gens où je disais il va falloir gérer les annonces qui vont arriver. Et c'est vrai qu'un truc qui m'a frappée avec le décès de notre fils, c'est la vague de gentillesse qu'on a eue. Notre table de salle à manger, on ne pouvait plus manger dessus. Elle était couverte de fleurs. J'ai fait une photo, elle est couverte. Alors heureusement, petite note aux personnes qui devraient faire des fleurs, on a reçu les vases avec. Ça semble tout bête, hein. Oui. Mais avec le nombre de bouquets qu'on avait, on n'aurait jamais pu tous les mettre dans des vases avec ce qu'on avait. Donc on avait des magnifiques bouquets qui arrivaient toujours, des lettres. Notre boîte aux lettres, elle était, je pense pendant un mois, notre boîte aux lettres elle était pleine, quoi. Avec des gens improbables, mon ostéopathe, mon dentiste. Ça faisait... Ça aussi, je me suis rendu compte de l'importance d'écrire. C'est vrai, quand il y a un décès, même si c'est une grand-maman et tout ça, des fois on écrit en WhatsApp, je te présente toutes mes condoléances, mais
la lettre, enfin la carte, je trouve que ça... Enfin, pour moi, ça m'a fait... C'était tout bête, ça m'a fait énormément de bien de recevoir toutes ces cartes. Les gens étaient hyper... Ils avaient une distance un peu respectueuse, voilà. Donc, plusieurs nous ont demandé si on avait besoin de quelque chose. C'est vrai que on n'ose jamais dire j'ai besoin de ça. Je pense que j'avais surtout besoin qu'on me foute la paix. Mais j'ai des anciennes collègues qui m'avaient offert plein de sauces pré-cuites, pas pré-cuisinées. Le fait, en gros, il n'y a plus qu'à mélanger avec de la viande ou avec des pâtes. Voilà. J'ai des autres copines qui m'ont fait des bons dans une pizzeria pour faire livrer des pizzas. C'est vrai que c'était tout bête. Et puis, mais ça faisait du bien. Ouais. J'ai fait appel au Super Maman. Oui. J'avais pas fait ça pour mon aîné. Et là, c'est vrai que je les ai contactés en disant, en fait, moi, j'ai plus faim, j'ai pas envie de manger, mais j'ai un petit garçon que je dois nourrir. Et actuellement, j'ai pas la force de préparer quelque chose, quoi. Alors, ça a mis du temps pour se mettre en place, mais ça m'a un peu soulagée de me dire, en fait... il y a des gens qui seront là. Et donc, du coup, j'ai eu plusieurs plats préparés. Après, quand on fait ça, on a le choix de... celle qui organise... Bon, pour celles qui ne connaissent pas les Super Mamans, c'est donc des mamans bénévoles qui amènent des repas à la maison. C'est gratuit. Il y a une condition, c'est qu'il faut leur ouvrir la porte. Elles ne peuvent pas déposer derrière la porte. Et la responsable, la coordinatrice pour ma région, m'avait demandé est-ce que vous voulez discuter avec ou est-ce qu'elle vous dépose simplement le plat. Comme ça, elle les avertit en fait, qu'elles aient aussi le temps, si elles sont disponibles pour discuter. Pas qu'on les prenne aussi elles de court. Et du coup, moi, j'avais dit en fait, non, moi, j'ai pas envie de discuter. Donc plein de mamans étaient venues, et des grands-mamans aussi, très gentilles, déposer des plats. Il y en a juste une où la responsable m'a dit elle a aussi perdu une petite fille. Donc si vous souhaitez partager avec elle, elle est disposée à discuter avec vous. Donc c'est la seule qui est venue, avec qui j'ai discuté. Ok. Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Parce que c'est vrai que c'est des émotions, personne ne les a vécues. Et de se sentir un peu légitime dans ce qu'on ressent, ça fait du bien. C'est vrai que on était à une période où il y avait plein de naissances. Il y avait 2 naissances prévues proches de notre fils dans notre entourage, dont ma belle-sœur. Ok. Et puis un ami très proche, des amis très proches à mon mari. Et c'est vrai que pour moi c'était impensable, voir un autre bébé, et vraiment moi dans ma tête je m'étais dit je ne tiendrai pas de bébé dans mes bras tant que j'en aurais pas le mien. Et c'était un truc, c'était donc en fait, bien que ton enfant était décédé, tu remettais pas en cause non plus le fait que tu en voulais 3. Ouais, okay. Pour moi ça c'était clair, je voulais pas que mon fils soit fils unique. Moi, je voulais une famille avec... moi, j'ai 2 frères. Mon mari, il a une sœur. Je ne voyais pas avec un enfant. Ça, c'est vrai que tout de suite, ça n'a pas remis en cause. Mon mari, d'ailleurs, a une parole très maladroite. Mais je le vois encore, on était vraiment dans la chambre avec notre fils qui était encore dans le lit. Vraiment, c'était... Il a dit deux choses. Une phrase qui m'a fait beaucoup de bien et une autre qui m'a fait beaucoup de mal. Donc, je pense les 10 secondes qui ont suivi. Il m'a dit, comme ça, tu l'auras ton 3e. Donc ça a été violent. Très maladroit, oui. Et puis l'autre, c'est on s'en sortira plus fort. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc, il y avait plein de tous ces bébés autour. C'est vrai que moi, je n'avais pas envie de les voir. Donc, de discuter avec une maman qui avait aussi perdu un enfant, même si c'était in utero, il y avait quand même un peu cette vie de... on se voyait avec un enfant. Et moi, c'est ça souvent que j'ai... 3 semaines de vie, c'est rien. On ne fait pas des souvenirs avec 3 semaines de vie. C'est... Alors oui, on a nos magnifiques vacances, nos 4 jours en Alsace, mais
des petites anecdotes, des trucs comme ça, mais j'ai pas de souvenirs. Le deuil qu'il faut faire, c'est de la vie qu'on s'était imaginé. Ouais. C'est une année. On dit que faut faire un cycle. Et c'est vrai qu'une année, c'est vraiment ça, parce qu'on se dit, notre année, elle était planifiée, on devait partir en vacances à tel endroit, on se disait, oh là là, il va falloir qu'on s'organise, on aura un petit de temps de mois, il y aura les petits pots, telle période, enfin voilà, donc on fait le deuil de tout ce qu'on avait imaginé vivre en étant 4. Ouais. Et moi, il est décédé le 26 octobre. Moi, j'ai eu du mois de novembre, donc mon anniversaire, autant dire que ça a été le pire anniversaire de toute ma vie. Oui. Noël, n'en parlons pas. Dans ma belle famille, ça a été impossible. Ma belle-sœur venait d'accoucher, c'était pas possible. Mon mari y est allé. Après coup, il a quand même dit que c'était pas une bonne idée. Ouais. Mais est-ce que ta famille, ta belle famille a compris le fait que vous ne veniez pas, ou est-ce que c'était une source de tension? C'est devenu... Je pense qu'à ce moment-là, ils ont compris. Ils n'ont pas compris que ça me prenne du temps. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, je ne parle plus à ma belle-sœur. Ah, d'accord. Okay. Voilà, cette partie-là, ils n'ont pas compris, en fait. D'accord. On m'a forcé la main. On m'a obligée à aller plus vite que ce que j'étais prête à faire. Ouais. Et puis, du coup, il y a eu des conséquences où on ne se parle plus. Ok, ouais. Ce qui est bête, mais voilà. Ouais. C'est vrai que ça, c'est aussi une leçon, c'est que j'ai appris à m'écouter, je crois, puis à mettre mes limites, puis à dire que je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Et puis ce Noël où j'avais pas mon bébé, j'ai dit c'est exclu que je passe un Noël de plus sans avoir mon bébé dans les bras. Pour moi, c'était la deadline, c'était le Noël de 2022, il fallait un bébé. Il fallait un bébé, quoi. Okay. C'était... j'étais en plein postpartum. On m'avait coupé le lait, mais ça s'arrêtait là. J'étais encore en plein dedans. Donc, et ton mari, il était d'accord avec ça. Il était d'accord avec ça. Okay. Et c'est vrai qu'on imagine toujours... On dit, un bébé des gens peuvent dire, un bébé de remplacement, mais on ne remplace jamais un bébé. C'est une autre histoire. Oui. Donc, je suis tombée enceinte on va dire assez rapidement, étant donné que j'ai accouché en novembre. Mais voilà, c'est toujours pareil. Quand on a une idée, ça prend toujours plus de temps. Il fallait me laisser passer cette année 2021. L'année 2021, vraiment, c'était l'année pourrie. Je veux dire, entre mes problèmes, mon burn-out, ma perte d'audition, la perte de mon bébé. 2021, il fallait rien de nouveau là-dedans. Voilà, j'attendais le 31 décembre avec la plus grande impatience. Vraiment, c'était mais fermer ce chapitre, ouvrons un autre. Et du coup, 2022, je pense que ça a mis 2 mois avant que je tombe enceinte. Et là, j'étais heureuse, soulagée, mais plein d'appréhension et de culpabilité, parce que on se dit toujours, en fait, cet enfant ne serait pas là si l'autre était là. Et c'était ma préoccupation, c'était de lui donner sa place. Ouais. De dire, t'es pas un enfant de remplacement, t'es un enfant qu'on a souhaité. Je veux dire, moi, j'ai toujours voulu en avoir 3, donc j'en ai 3 sans les tenir les 3 dans mes bras, mais j'en ai quand même 3. Et je voulais que ce bébé se sente accueilli, attendu. Et voilà. Moi, j'ai toujours vécu mes grossesses sans aucun problème. J'ai jamais été la maman qui parle à son bébé. J'ai adoré être enceinte. J'ai pu faire du sport jusqu'au bout. La grossesse m'a jamais handicapée physiquement. Mais je voulais conscientiser cette grossesse parce que pour moi, c'est un passage obligé. Je démarrais cette grossesse en me disant, en fait, je suis obligée de me taper 9 mois de grossesse où on ne boit pas, faut faire attention à ce qu'on mange, on va pas se mentir. J'ai adoré être enceinte, mais c'est 9 mois contraignants. Tout à fait. Donc j'ai appréhendé cette grossesse avec vraiment toutes les contraintes et ce truc de, mais en fait, moi, je veux repartir avec mon bébé dans mes bras. Ouais. Et je voulais pas que mon enfant sente que
Enfin, il y avait ce côté de, Oui. je te souhaite, mais en fait, je te souhaite pas maintenant. Enfin, Ouais. voilà. Alors, j'ai fait de l'aptonomie. Mhm. Mon mari voulait pas venir. Mon mari, il s'est beaucoup protégé. Lui, il voyait le verre à moitié plein. À moitié vide, plutôt. Et je pense qu'il s'est beaucoup détaché de cette grossesse parce qu'il se disait, mais en fait, ça peut mal tourner. Ouais. Donc, ne nous attachons pas, Mhm. attendons la fin. Et moi, je ne pouvais pas attendre la fin. Parce que moi, je lui disais, je dis, mais toi, tu continues de vivre ta vie. Ouais. Enfin, tu n'es Ouais. pas contraint par ça. Moi, je le vis de l'intérieur. Enfin, elle vit à l'intérieur de moi. Et j'ai besoin de faire quelque chose. Alors, déjà, moi, j'ai fait l'autonomie avec ma maman. Ok. Parce qu'on ne peut pas faire l'autonomie toute seule. Il faut quelqu'un qui vienne avec nous. Donc, du coup, j'ai fait avec ma maman. C'était très sympa. Ça m'a vraiment aidé à prendre conscience. Bon, j'avais conscience que j'étais enceinte, mais voilà, conscientiser cette grossesse, créer un lien que je n'avais pas fait spécialement avec les 2 précédentes, parce que voilà, j'étais enceinte, j'adorais ça, mais pour moi c'était un bébé, mais c'était pas mon bébé, je sais pas comment dire. Et donc du coup on a fait ça, et puis jusqu'à la fin, il y a une séance où mon mari est venu. Après, pour les 2 précédents, on ne voulait pas savoir le sexe. Là, j'avais besoin de savoir. En fait, j'avais besoin de savoir parce que je me disais, si j'ai un garçon, en fait, on m'aura volé un garçon pour m'en donner un autre. Et puis, si j'ai une fille, c'était le prix à payer pour avoir une fille. Et du coup, dans les 2 cas de figure, il fallait que je sois prête. Enfin, j'avais cette émotion-là, il fallait que je l'accueille avant d'accueillir mon enfant. Et donc, du coup, on a appris que c'était une petite fille. Alors, on était super contents. Et là, c'est vrai que là, c'était assez drôle. Voilà, on va faire des courses au supermarché, la caissière qui me voit enceinte, puis qui dit à mon fils, alors, puis c'est un petit frère ou une petite sœur? Puis lui qui dit, il savait, il dit, c'est une petite sœur parce que j'ai déjà eu un petit frère, mais il est mort. Oh mon Dieu. Et c'est vrai que lui, il avait compris le concept. Bah oui. Mais les gens, voilà. Ça doit surprendre. Ça donne des fois des situations un peu. Oui, ça coûte combien? Mais d'un côté, je trouvais ça très sain. C'est vrai que nous, on a toujours parlé de notre fils. On en a parlé avec notre entourage, on a parlé avec le grand. On avait été voir aussi une pédopsychiatre. Parce que c'est vrai qu'il avait 2 ans et 9 mois. On parle du terrible tout, qu'il ne nous a pas fait d'ailleurs. Vraiment, voilà. Et puis, on voulait trouver le juste milieu entre être prévenant et bienveillant face à un enfant qui a perdu son petit frère, mais être suffisamment strict comme des parents qui élèvent un enfant de 3 ans. Ouais. Et trouver un peu savoir mettre ce baromètre de dire ça c'est juste et ça faut lui laisser le temps. C'est un peu de la guidance parentale voilà. aussi. Ouais. Alors c'était vraiment une pédopsie, mais c'était mon objectif, c'était de pouvoir l'accompagner au mieux. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, il était pourrillaté pendant 1 an. Enfin, il a pris tout l'amour x2 parce on lui a comblé son manque qui était le nôtre en fait. Ouais. Et donc ça nous avait aussi un peu aidé. Alors là, c'est vrai qu'il avait sa petite sœur qui arrivait. On s'est dit, ça va remettre un peu les pendules à l'heure. Il va plus être le centre de notre attention. Et voilà, la grossesse s'est bien passée. Vraiment, j'avais pas de crainte pour la grossesse. Okay. Mes grossesses précédentes s'étaient bien passées. Je me disais pas, je vais avoir une fausse couche ou voilà, c'était pas une inquiétude que j'avais. L'accouchement, je voulais un accouchement physio. Je sais pas, là, l'idée m'est venue. Je me suis dit, allez, sans péri. En même temps, celui d'avant, la péri n'avait pas pris. Et je me suis dit, je veux être prête avec ça, à gérer ça. Et tu as pu l'avoir? Et j'ai pu l'avoir, ouais. J'ai réussi et ça a été très vite. Puis là aussi, j'ai pas atteint les 38 semaines. Le soir d'avant, on avait un spectacle de gym en fait. Okay. Alors moi, le terme était pour le 6 décembre. Et puis on avait un spectacle de gym le week-end du 18, 19, 20 novembre, quelque chose comme ça. J'avais fait les calculs, j'ai dit bon, sachant que la
38e semaine, je crois que ça faisait le 20 novembre, que j'ai jamais atteint ce terme-là. La probabilité que j'accouche avant, elle est quand même assez grande. Donc on s'était organisé avec mon papa qui préparait la chorégraphie avec mon fils. Moi, si je pouvais être là, je faisais un petit bout et tout. Mercredi soir, répétition générale, en costume, les photos, machin, tout va bien. On rigole parce que dans les coulisses, je pouvais pas passer avec mon ventre, avec le matériel qui est dans les coulisses. Il va falloir faire quelque chose, hein, parce que le jour du spectacle, il faut que je puisse passer. Je suis rentrée chez moi et à 23h, je vais au lit, puis ça commence un peu à tirer. Et moi, j'ai jamais eu de contraction en fait. Les 2 fois, j'ai perdu les os. Le travail s'est pas mis en route. Et puis c'est après que j'ai eu des vraies contractions, quoi. Mais j'ai pas eu ce pré-travail où on se dit oh tiens, c'est pour moi, non. Je me dis c'est bizarre, peut-être c'est ça. Bon, je dis bon, je vais compter. Alors je compte, c'est vrai que je vois que ça devait être des contractions, mais c'était un peu rapproché. Je téléphone à la mat, puis là c'est toujours mais attendez, vous n'avez pas perdu les os. Je dis ouais, y a pas de souci, mais moi, dans ma tête, il faut quand même que j'anticipe parce que j'ai un enfant à placer dans l'histoire. Il est 23h30. Et elle me dit, mais prenez un bain. Donc, s'il n'y a pas de sang, allez-y. Donc, je fais couler l'eau de mon bain. Ma note de noir était grande. Et puis, je vais aux toilettes, et là je vois du sang, et je fais, je rappelle, je dis, non, il y a du sang, donc il faut que je vienne, quoi. Ah oui, venez. Puis en fait, l'accouchement, il s'est passé, elle est née à 1h, je crois que c'est à 1h ou 2h, je confonds toujours entre les 2 derniers, il y en a un, c'est 1h21, et l'autre, c'est 2h et quelques. C'est hyper rapide. Mais là, j'ai accouché vu que c'était vers 23h30 que j'appelais, je crois, en moins d'1 heure. Waouh. Elle était là, quoi. Elle était là. Et elle a eu de la peine à reprendre sa température, donc il y avait cette petite crainte. Elle était en couveuse. Mais je sais pas, j'étais hyper confiante. Visuellement, en couveuse, ils m'ont rassurée. Ils m'ont dit elle a la peine un peu à reprendre sa température. Je l'ai gardée en peau à peau des heures et des heures. Et mais ils l'ont mis mais je sais pas, j'ai tout de suite senti que ça irait. Ok. Elle a très vite dormi. Bien dormi la nuit. Elle avait une tonicité, je sais pas comment dire. Je sentais, c'était genre, je suis capable. T'inquiète pas, je suis capable. Elle a bien pris du poids. Alors on avait acheté la plaque Angel Care, ou je sais plus comment ça s'appelle, là qu'on met sous le matelas des bébés. Ah oui. Le détecteur. Oui. Donc on avait un petit couffin en osier et puis on avait acheté la plaque pour mettre dessous. Ouais. Et c'est vrai qu'on m'avait dit mais c'est un peu anxiogène parce que ça sonne tout le temps. Puis la sage-femme elle a dit anxiogène pour vous de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, la nuit sera anxiogène. Et en fait j'ai compris pourquoi les gens disent que ça sonne tout le temps. Parce que s'ils mettent ça dans un grand lit à barreaux, le bébé il irait jamais sur cette petite plaque de 70 x 30. Tandis que dans un couffin où le couffin il fait 70 x 30, c'est pile poil la bonne taille, donc ça fonctionnait bien. Mais et ça te rassurait? Ça me rassurait. Ouais. Et puis, il y a un truc que je n'ai pas raconté, c'est pour préparer l'accouchement, dans les choses aussi que j'ai faites, j'ai pris rendez-vous avec Profa pour préparer l'accouchement. Et puis, j'avais recontacté la sage-femme en deuil périnatal aussi, qui travaillait aussi dans cet hôpital, en disant, je vais accoucher à Morges, dans cette période-là. Et pour moi, c'est important, en fait, que les gens soient au courant que j'ai perdu un enfant, qu'ils sachent aussi que si je leur demande de me prendre mon bébé pour une nuit parce qu'il pleure toute la nuit ou à n'importe quel moment, qu'on vienne pas me dire « la petite dame, quand vous serez chez vous, vous serez toute seule, il faudra vous débrouiller. » Et j'ai dit en fait, moi, si je reste à l'hôpital, c'est pour me reposer, on s'entend. Donc, je savais que la nuit serait très anxiogène pour moi. Et j'avais besoin de me dire, en fait, il y a 5 nuits ou 4 nuits, je ne sais plus combien, où quelqu'un... Il y a quelqu'un qui sera là pour veiller sur ton enfant. Ouais. Et je ne veux pas qu'on vienne me balancer un truc, mais il faudra vous débrouiller toute seule, parce qu'en fait, ce n'est pas ça que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin que, si c'est compliqué, que je puisse rentrer chez moi, en fait, en étant bien. Et pas d'avoir subi 4 jours où je n'ai pas dormi, et puis des remarques. Donc, on avait tout préparé ça, et franchement...
j'ai toujours eu des bonnes expériences, mais c'était un besoin et vraiment elles ont été hyper choues et compréhensives et puis prévenantes. Enfin voilà, c'était vraiment bien. Ouais. Et je me posais une question aussi. Est-ce que vous avez déménagé entre... Oui. Ça a fait partie aussi du processus de deuil? Alors, en fait, quand j'étais enceinte du deuxième, on a cherché à déménager. On cherchait plus grand, on voulait acheter une maison. Et rechercher un logement, c'est hyper... ça prend beaucoup d'énergie. J'étais enceinte. Là-dessus, j'ai fait mon burn-out. Et en fait, là, j'ai dit stop. J'ai dit, moi, je n'arrive plus à me concentrer là-dessus. Ouais. Chaque chose en son temps. J'ai besoin de vivre ma grossesse sereinement jusqu'à la fin. On habitait à côté de l'hôpital. Ma belle-mère était à côté. Il y avait un confort, une sécurité qui me rassurait. Donc, j'ai dit, on laisse. Quand j'ai accouché, on a dit on peut rechercher. On n'allait pas rechercher le lendemain, mais voilà, disons que l'idée revenait. Voilà. Et quand il est décédé, moi j'ai dit non, on reste. Ok, tu voulais rester. Je voulais pas partir. J'étais bien où on était. J'avais toujours ce côté, ma belle-maman était à côté. Voilà, un joli quartier, des gens qui connaissaient notre histoire aussi. Et puis mon mari a respecté, alors que lui, il était lui, il avait besoin de bouger, de changement, il avait besoin de passer à autre chose. Surtout, lui, ce qui était dur, c'est qu'il était décédé dans notre chambre. Et c'est vrai que moi, la première nuit, quand on est rentré le 26 octobre, j'ai dormi au salon. Je n'ai pas pu rentrer dans la chambre. C'est le lendemain, il m'a un peu bousculé, il m'a dit, tu vas pas me laisser toutes les nuits tout seul. Alors mon fils a dormi avec lui. Notre fils, d'ailleurs, a dormi, je crois, pendant 1 mois avec nous, le grand. C'était vraiment un besoin de l'avoir tout près de nous. Et c'est courant novembre qu'on nous contacte, il dit on va vendre notre appartement, est-ce que ça te dirait de venir voir si ça va t'intéresser? Puis j'ai dit allons voir. C'est vrai que mieux vaut vivre avec des remords que des regrets. Allons voir, on verra bien ce que ça nous inspire. Et du coup, on a adoré cet appartement. Il cochait, je pense, 95% des cases qu'on voulait. Et du coup, le délai était aussi pour un déménagement en mars. Donc, ça nous laissait aussi du temps pour un peu appréhender tout ça. Et j'étais contente de déménager, parce que c'est vrai que c'était un peu un nouveau départ, surtout qu'entre-temps, j'ai appris que j'étais enceinte. Il y avait le côté, sa chambre là-bas, c'était pas vraiment sa chambre, parce qu'il n'y avait jamais dormi. Il dormait avec nous. Donc j'étais pas à me dire, mon Dieu, je vais mettre un autre enfant dans sa chambre, c'est son sanctuaire. Enfin, on n'y était pas du tout. Par contre, je me disais, en fait, je vais quitter le seul lieu qu'il a connu, et puis c'était laisser un peu une part de lui là-bas. Mais voilà, il fallait voir un peu, fallait un peu avancer. Je sais pas si ça a aidé, mais je pense que c'était un peu nécessaire. De toute façon, c'était un projet, c'est pas quelque chose qui est venu parce qu'il est décédé. On avait de toute façon l'intention de trouver autre chose. D'accord. Après, c'était au niveau de temporalité. Pour moi, c'était pas une urgence. Ouais. Ok. Quelle force cette épreuve t'a laissé avec le recul maintenant? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui me revient souvent, c'est de me dire. Au début, c'était très dur, mais je me disais, si je devais garder quelque chose de positif de tout ça, je pense que c'est déjà notre lien dans la famille, avec mon mari, avec mon fils. Ça nous a soudés. Et je crois le fait de s'écouter, de penser à soi, pas en écrasant les autres, mais juste en se disant, en fait, je compte, mes émotions comptent, et puis... s'écouter, en te respectant. En respectant. Ça c'est ok, ça c'est pas ok. Je crois que c'est vraiment ça. Je sais pas, c'est bizarre de dire ça, mais vraiment de se dire, en fait, je peux faire ce que j'ai envie. Oui, tu as le droit de dire non. J'ai le droit de dire non, et c'est vrai que au tout début, c'était un peu l'excuse, genre, j'ai perdu un bébé, donc foutez-moi la paix. Mais sans avoir cette carte joker, ça m'est resté, je crois, de dire maintenant...
T'as pris le pli. Voilà. Si je peux dire. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire à un parent qui traverse la même épreuve? De s'entourer. Vraiment, je crois, que ce soit dans mon métier ou dans ce qu'on a vécu, c'était vraiment... Enfin, moi, je me suis entourée tout de suite. Je ne suis pas restée enfermée sur moi-même. On a contacté nos familles, on a contacté nos proches. Je ne dirais pas que c'est... S'ils m'entendent, ils vont me dire mais t'es pas cool, mais j'ai pas l'impression que c'est eux. Oui, alors ils m'ont apporté quelque chose, mais d'aller voir plus loin. C'est-à-dire que voilà, j'ai été sage-femme spécialisée en deuil périnatal. J'ai appelé ma kiné qui avait passé 2 heures avec moi une soirée. Enfin, c'était une des premières personnes aussi que j'ai appelées, qui m'a fait énormément de bien. J'ai été dans des cercles, c'était des cafés deuil. Qui était animé par 2 doulas, où il y avait d'autres mamans. Alors, manque de bol, je me suis retrouvée 2 fois avec qu'une seule maman, donc c'était pas très nombreux. D'un côté, heureusement, on se dit que voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui auraient apprécié être dans ce genre d'endroit et qui sont pas forcément au courant, en fait, que ça existe. Donc voilà, j'ai fait 2 fois des cafés deuil avec des mamans qui avaient perdu des enfants in utero. Donc c'est vrai que je me retrouvais pas forcément toujours dans leurs histoires. Dans la légitimité aussi, ça c'est un truc que j'ai trouvé très dur, c'est que elles ayant perdu leur enfant in utero, en fait l'entourage ne légitimait pas le deuil. Dans le sens où il leur disait mais vous l'avez pas connu. Alors que nous, avec un enfant décédé à 3 semaines, on a une vague d'amour et de personnes qui étaient hyper compréhensifs. Et ça, j'ai trouvé rude, en fait, de hiérarchiser... La perte in utero est un peu liée à la... remise, entre guillemets, à la fausse couche, qui n'a pas non plus son statut de deuil, quoi. Où c'est la seule personne qui est affectée, c'est la mère, et puis le père, mais ça s'arrête un peu là, tandis que là, les gens... Il y en a qui l'ont vu, donc voilà, ouais. Okay. Donc ça, c'était le truc que je trouvais un peu rude. Mais moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est d'en parler. De m'entourer. Et ça, c'est quelque chose... je pense qu'il faut pas rester seul. Okay. Et qu'est-ce que tu conseillerais aussi à l'entourage pour être vraiment aidant? C'est difficile. Parce que comme je disais, il n'y a rien à dire, en fait. Ouais. Et je crois que déjà, la première chose, c'est de ne pas juger, de pas donner son avis, juste d'écouter sans commenter. Je crois que c'est ça. Et puis d'être à l'écoute, Mais je pense que c'est très dur pour l'entourage. J'ai de la peine, même moi, ayant vécu, étant de l'autre côté, j'aurais de la peine à trouver comment me comporter avec... Alors, j'avais des guillemets, la légitimité de dire j'ai vécu, donc je vois à peu près ce que tu veux vivre, mais de pas faire de parallèle, de pas dire mais je vois ce que tu traverses parce que moi j'ai perdu, ou c'est d'être concentré sur la personne qui a perdu son enfant sans ramener à soi ce qu'on a vécu. Ok. Et est-ce qu'il y a un geste ou un mot qui t'a particulièrement réconforté que tu aimerais transmettre? Tu nous as parlé des fleurs déjà. Ouais, c'est vrai que tout ce qui était... les fleurs, en fait, de recevoir ces fleurs. Ah, il y a un truc, et ça aussi, ça m'a aidée. J'ai une copine qui m'a parlé de bracelets de deuil. Ok. Et elle m'a proposé, elle m'a dit écoute, on y va ensemble. Et ils font ça dans une boutique à Lausanne, une boutique de perles en fait. Et puis l'idée, c'est de mettre une perle pour chaque étape. Okay. Donc à chaque étape, d'ajouter une perle au bracelet. D'ailleurs, je l'ai là. Et à chaque étape, d'ajouter une perle. Donc voilà, de se dire pendant une année. Donc pendant une année, de garder le bracelet, mettre une perle. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce que voilà, c'était une copine. T'avais quelque chose. J'avais quelque chose. Je sais pas, ça, c'est sorti pas forcément de l'amie la plus proche. Et je crois que c'était hyper chou. Et puis il y avait ce côté aussi, sur la durée. C'est 1 an.
Et c'est symbolique aussi. voilà, et puis passe de en fait l'enterrement est passé, l'année est finie, enfin voilà, c'était que en fait ce deuil il va te durer et c'est pas simplement maintenant que tu as reçu tes jolies fleurs et tes cartes, on a fait le job et puis et puis on peut passer à autre chose. Bon, on arrive à la fin de ce témoignage extrêmement poignant. Si ton bébé pouvait t'entendre, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? On va la faire en plusieurs fois. Je crois aussi. Je pense qu'on l'oublie pas, déjà. Que ça restera toujours notre petit garçon. Et puis le remercier. Le remercier de tout, enfin de ce qu'il nous a apporté en fait, malgré lui. C'est vrai que, je le disais, je trouve que ça nous a soudés. Ça nous a montré toutes les personnes bienveillantes qui étaient autour de nous. Et ouais, c'est vraiment ça. Enfin, merci d'avoir laissé une petite lumière dans ces ténèbres qu'on a traversées. Et puis voilà, que ça reste notre deuxième fils, et puis qu'on n'oubliera pas ça restera le petit frère, ça restera que c'est devenu un grand frère, et puis et ouais, qui vivra un peu à travers ce qu'on pourra raconter de notre famille en fait. J'ai oublié de te poser la question avant, je ne sais pas si je peux la remettre maintenant. Justement, quand on te demande combien d'enfants tu as, qu'est-ce que tu réponds? Souvent, je réponds 3. Ok. Après, ça dépend un peu les gens que j'ai en face de moi. Mais souvent, je dis, j'en ai 3. J'ai un petit garçon, j'ai une petite fille. Et puis, on a perdu un petit garçon. Notre deuxième bébé, on a perdu un petit garçon à l'âge de 3 semaines. Et c'est vrai que ça, je précise toujours à l'âge de 3 semaines. Parce que... pour qu'il se rende compte qu'il a vécu, en fait. Ouais. Et puis que... ils ont tous existé, hein, je veux dire, quand on les porte, voilà, mais qu'ils se rendent compte aussi que mon fils l'a connu. C'est quand il a commencé l'école, vu qu'il avait 4 ans et demi, j'ai tout de suite dit à la maîtresse, j'ai dit, voilà, sachez qu'on a eu un petit garçon, qu'il est décédé, il en parle, donc ne soyez pas surprise. À l'UAPE, on a aussi expliqué, pas que les copains aussi arrivent en disant... ouais, mais il raconte n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Donc, et d'ailleurs, il est eu rentré à l'école en disant, ah, mais moi, j'ai une copine de classe, elle a aussi perdu elle a perdu son petit frère, mais il était dans le ventre de sa maman. Donc, voilà. Mais la plupart du temps, je dis que j'ai eu 3 enfants. J'ai eu 3 enfants, mais j'en ai perdu un. D'accord. Quelque chose comme ça. Ok, ouais, ok. Merci. Voilà. Et maintenant, du coup, si tes enfants écoutent cet épisode un jour, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils comprennent sur cette période de vos vies? Alors, pour le grand, que ça a été notre soleil et puis qui nous a beaucoup aidés. Je pense que sans lui, on aurait mis beaucoup plus de temps à s'en remettre. Et puis à ma fille, on la désirait. Qu'elle a sa place, qu'elle est aimée, et puis qu'en aucun cas... voilà, ça c'est vraiment ma plus grande crainte, c'est qu'elle imagine qu'elle est là, qu'on la voulait pas, qu'elle est là pour remplacer son frère, ou qu'elle est là parce que lui, il n'est pas là, mais que vraiment elle était... arrivée plus tôt, c'est tout. Voilà, et qu'on l'aime plus que tout. Donc voilà. D'accord. Bah écoute, en tout cas, je te remercie vraiment infiniment de nous avoir raconté tout ton parcours, d'avoir témoigné comme ça. Ça m'a
énormément touchée aussi. Et je te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. À toi. Il n'y a pas de mot juste pour ce qu'elle a traversé. Mais il y a sa voix, ses silences et cette force intérieure qu'on sent malgré la douleur. Parler de la mort d'un bébé, c'est briser un tabou. C'est aussi offrir, peut-être, un peu de réconfort à d'autres parents qui se taisent ou se sentent seuls dans leur chagrin. Merci à elle d'avoir mis les mots là où il n'y en a souvent pas. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode dans toute sa justesse et sa fragilité. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à vous abonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi.